Il y a 3 ans, j'ai réalisé un de mes rêves en créant ma propre marque de vêtements, mais malheureusement, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Pour vous raconter cette histoire, on va remonter en 2015. Cette année-là, ça fait déjà 2-3 ans que je commence à être à fond dans les sneakers. Histoire, actualité, design, je m'intéresse à tout. Mais autour de moi, j'avais personne avec qui en parler parce que 2015 remonte à une époque où la sneaker c'est assez connu, mais c'est pas tendance. Pas grand monde est passionné de ça. Et du coup, moi, j'ai envie de partager cette passion et un des meilleurs moyens de le faire, ça a été de créer une chaîne YouTube pour parler de sneakers. Du coup, j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos plutôt régulièrement en 2015, 2016, les années passent et on arrive en 2020. À ce moment-là, ça fait un peu plus de 4 ans que j'ai lancé ma chaîne YouTube, mon audience commence à grandir et j'atteins le cap symbolique des 100 000 abonnés. Pour moi, c'est une dinguerie, je pensais jamais en arriver là. Alors ce palier, il est hyper symbolique, mais à ce moment-là, dans ma tête, je suis en mode, j'ai réussi à faire 100 000 abonnés sur une chaîne YouTube qui parle de sneakers. Je pense que je suis invincible, je suis capable de tout faire, tout va fonctionner. Bon, dans la réalité, c'est pas trop ça, mais quand on arrive à passer ce genre de cap symbolique, on a un peu ce sentiment d'invincibilité qui peut des fois être un peu piégeur pour certaines raisons que je vais évoquer juste après, mais qui est aussi une très bonne chose parce qu'à ce moment-là, on est un peu dans une dynamique, on a peur de rien. Et dans ma tête, j'avais peur de rien et je me dis, peu importe ce que je fais, je suis sûr que ça peut fonctionner. Du coup, vous vous en doutez, j'ai commencé en 2015, on arrive en 2020, j'ai fait évoluer mes contenus, je fais plus exactement les mêmes vidéos et j'ai intégré beaucoup de vidéos qui parlent de vêtements. Parce qu'au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à aimer à m'habiller. Alors qu'à la base, moi, c'est juste les baskets, les baskets, rien d'autre. Et à ce moment-là, en 2020, j'avais un vrai problème pour m'habiller. D'un côté, je commençais à être dans la démarche où j'avais pas envie de m'habiller dans des enseignes fast fashion et aussi en même temps d'acheter des vêtements pas qualitatifs. Je commençais vraiment à faire attention à c'était quoi un vêtement de qualité, quelle coupe je voulais mettre. Je commençais aussi à comprendre que c'est pas seulement la marque qui fait une tenue, mais la coupe que tu portes, est-ce qu'elle te va bien? Mais dans le même temps, il n'y avait pas grand-chose qui m'inspirait et souvent quand je trouvais des vêtements qui m'allaient bien, qui étaient assez qualitatifs et dont les coupes me plaisaient, et ben on était complètement hors budget et je pouvais pas me permettre de me les payer. Et du coup, je me suis dit, mais attends, j'arrive pas à trouver ce qui me plaît, pourquoi je pourrais pas créer moi-même mes propres vêtements? Du coup, c'est parti, hein, on va créer une marque de vêtements de zéro en n'ayant aucune notion, en sachant même pas quoi faire de base et en n'ayant aucune idée de nom de marque. Mais on va le faire. Et ça va marcher, n'oubliez pas, c'est ça l'idée, ça va fonctionner. Février 2021, c'est finalement vraiment à ce moment-là que commence notre histoire. J'arrive dans mon premier appartement et je commence à développer mon projet de création de marque de vêtements. Et du coup, je me dis, ça pourrait être intelligent si je prends une stagiaire, je la prends sur quelques mois, comme ça je me laisse le temps de bosser le projet et dans 6 mois, je sors ma marque de vêtements. Déjà là, j'aurais dû me douter de la bêtise que j'étais en train de faire. Parce que les deadlines, c'est important. Sans deadline, on n'avance pas vraiment dans notre travail. Mais créer des deadlines trop tôt quand on n'a même pas d'idée de ce qu'on va faire comme vêtements, comme nom de marque, c'est suicidaire. Mais je me dis quand même, dans 6 mois, on lance la marque de vêtements. Un peu trop pressé le Vinci, mais bon. C'est pas grave, on y va comme ça. Cette stagiaire, elle s'appelle Maureen. À ce moment-là, Maureen, elle me contacte parce qu'elle est en école de mode et elle cherche un stage et en même temps, elle est hyper intéressée pour apprendre la création de contenu. Et là, je me dis, ça pourrait être malin parce que moi, je peux lui apprendre la création de contenu et elle peut m'apprendre techniquement comment on fait des vêtements. Donc, j'essaie de trouver cette situation un peu gagnant-gagnant. Je propose le projet à Maureen, elle accepte et elle me rejoint donc en février 2021 pour la création de la marque de vêtements. De février jusqu'à juillet, on bosse sur la première collection de ma marque de vêtements que j'ai choisi d'appeler Good Kid. Alors déjà, Good Kid, parce qu'à la base, je voulais développer une idée autour du fait de rester enfant dans un corps d'adulte. C'est un état d'esprit que j'aime beaucoup et que je voulais développer à travers des vêtements. Un peu perché, mais il y avait quand même une idée assez intelligente derrière. Good Kid aussi parce que le nom de marque était disponible et j'ai pu le déposer, et aussi le nom de domaine, donc goodkid.fr. Je crois qu'il y avait goodkid.shop à l'époque qui était dispo. Ça compte énormément quand on fait un choix de nom de marque. Si le nom de marque ou le nom de domaine n'est pas dispo, c'est un peu compliqué. Et évidemment aussi Good Kid parce que j'ai toujours été un énorme fan de Good Kid, Mad City, l'album de Kendrick Lamar qui m'a marqué à mon plus jeune âge. Un album avec lequel j'ai beaucoup évolué, avec lequel j'ai beaucoup appris l'anglais. Et j'avais envie à ma hauteur, à mon niveau, de rendre hommage à ce projet-là. Et bien sûr aussi parce que Good Kid, ça se prononce en 2 syllabes. Ça peut être international. Il n'y a pas de connotation française, c'est vraiment un truc que je voulais. Donc franchement pour moi c'était le nom de marque idéal et en fait en juillet on termine la première collection de notre marque Good Kid. D'ailleurs c'est Julien Guim, mon graphiste historique jusqu'à 2021 qui me fait le logo que vous voyez à l'écran. Du coup Maureen termine son stage, Julien termine tous les éléments graphiques avec moi et moi je pars en vacances. Je pars en vacances et je réfléchis au projet. Je me dis ok, la collection c'est ça. Est-ce qu'elle est vraiment fidèle à ce que j'imaginais de ma marque de vêtements? Du coup je repense à mes inspirations. À ce moment-là mes inspirations c'est Kiss, c'est Giant,
c'est Arte. J'aimais beaucoup porter du Los Angeles Apparel et aussi j'étais très inspiré par Cactus Plain Flea Market. Et dans le même temps, à cette période, j'avais fait le tour de plusieurs friperies à dominante vintage US, notamment Doc Caviar à Bordeaux, qui est une friperie US excellente, et aussi Son et Image à Paris, que je vous ai déjà partagé en vidéo et qui est une friperie que j'adore, même si les prix sont plutôt élevés. À chaque fois, les pièces sont incroyables. Donc tout ça, c'est mes inspirations. Et à ce moment-là, quand je suis en vacances, je réfléchis à est-ce que ce que j'ai créé est plutôt fidèle à mes inspirations. Et justement, pendant que j'étais en vacances, j'ai eu le temps de cogiter. Donc dès que je rentre à la maison, je me remets face au projet, j'analyse un peu tout ça, je regarde ce qu'on a créé avec Maureen et Julien, et je me rends compte qu'en réalité, on est un peu loin de mes inspirations. Du coup, qu'est-ce que je me dis? J'ai rien à perdre, donc je vais tout effacer et on va tout recommencer. Ouais, franchement, à ce moment-là, j'étais dégoûté, mais je pense que c'était la meilleure chose à faire. Bon, du coup, on efface tout et on recommence. Et à ce moment-là, Maureen n'est plus là, mais j'ai Nico qui me rejoint pour m'aider sur ce projet. Et là, je fais une nouvelle erreur, de nouveau sur le timing, puisque je dis à Nico, ok, j'ai pas pu sortir la marque au moment où je voulais, c'est pas grave, on se laisse quelques temps, jusqu'à Noël, pour tout recréer. C'est rien du tout, septembre-Noël, c'est encore plus court que le premier délai que j'avais de 6 mois. Vers janvier-février, on lance la marque de vêtements et on sort tout, quoi. Impossible. Pourquoi impossible? Parce que déjà, il fallait recréer un logo, recréer un nouvel univers en gardant le même nom, mais il y avait tout à créer de nouveau. Et surtout, ce que je n'avais pas pris en compte, c'est qu'il fallait aussi prototyper les vêtements. Parce qu'avant de les vendre, il faut bien que je vois à quoi ils vont ressembler. Des fois, l'ignorance nous fait faire des choses incroyables. Mais encore une fois, dans ma tête, je suis invincible, je me dis, c'est pas grave. Dans 6 mois, tout est prêt. La collection est bouclée le jour de Noël, on lance les prototypes. Je m'impatiente de plus en plus. Et en avril 2022, je reçois les premiers prototypes et là je suis comme un ouf. Je dis je suis comme un ouf parce qu'en vrai c'était dans les deux sens, positif comme négatif. De manière positive parce que je vois ma création se matérialiser, je peux toucher les vêtements qu'on a créés, mais en même temps je suis comme un ouf parce que c'est pas exactement comme je voulais, il y a plein de petits trucs à modifier et si je veux les modifier ces choses-là, il va falloir que je refasse des prototypes, donc du coup on va reperdre 1 ou 2 mois et du coup je peux ressortir que dans 3 mois à peu près. Dans ma tête ça c'est impossible, c'est trop long, il faut qu'on lance. Du coup je me dis on va pas refaire de prototypes et en fait on va corriger ces erreurs à la production finale. Erreur monumentale. Parce que même si finalement cette chose-là s'est plutôt bien passée, c'est une prise de risque incroyable. Qui dit que l'usine va bien comprendre ce que tu lui dis une deuxième fois? Il n'y a rien qui me garantissait ça et du coup je ne reprototype pas les pièces. Je lance le shoot avec les premiers samples que je reçois et je mets tout en vente à partir de ces quelques samples. Maintenant, quand je me remets dans la situation de l'époque, ça fait des mois que je bosse sur le projet, ça fait aussi des mois que je paye un salarié à plein temps là-dessus et l'argent rentre pas. Donc forcément, les réserves s'épuisent petit à petit. Et en même temps, j'ai fait l'erreur de beaucoup teaser le projet. Donc là, je suis dans une sorte de moment où ça y est, il faut lancer et ça me coûte trop d'argent, ça fait trop longtemps que j'en parle. Si j'attends encore, je pense que ça va pas bien se passer. Tout ça nous mène au 8 mai 2022. Je sors ma vidéo, j'ai créé ma marque de vêtements et on met les vêtements en vente. Woodkid est lancé, ça y est, soulagement, mais pas trop non plus. Parce que j'étais un peu stressé de me dire, finalement, est-ce qu'on va bien vendre? 1300 précommandes, plus de 1800 pièces vendues. Tout ça génère 108 000 € de chiffre d'affaires. Pas de bénéfice, chiffre d'affaires, c'est pas pareil. Tout ça sur une semaine. Donc franchement, mission accomplie. Le démarrage, il est incroyable, j'en espérais pas autant. J'avais une petite attente, mais on était loin de tout ça. Donc c'est bien, on a vendu. Mais maintenant, il va falloir produire, parce qu'on était sur des précommandes. Et surtout, il va falloir livrer. Et c'est là que les emmerdes commencent, les gars. Parce qu'à partir précisément de ce moment-là, j'ai eu que des problèmes. Déjà, les 108 000 € dont je vous ai parlé, ils sont restés bloqués sur les plateformes de paiement parce que j'avais pas anticipé un truc, c'est que les plateformes de paiement qui étaient PayPal et Stripe n'acceptaient pas les précommandes. Et en fait, tant que je donnais pas de preuve de livraison, mon argent était bloqué. Et forcément, pendant ce temps-là, les clients ils s'impatientent et en fait, ils ont pas de nouvelles parce que moi-même, je sais pas quoi leur dire. Si je leur dis ouais, ton argent il est bloqué, mon gars, ça va arriver, mais attends un peu, ça fait bizarre. On peut pas, ça fait marque à qui on peut pas trop faire confiance, alors que nous, on voulait faire les choses carrées. Donc en fait, je communique pas pendant plus de 3 semaines et les gens ils se disent, mais c'est bizarre, on a payé à 3 semaines, on n'a aucune nouvelle. Même si c'est des précommandes, on aimerait bien savoir un peu où on en est. Donc là, on a une gestion de communication de crise extrêmement mauvaise. Je reçois la production le 14 août, c'était le jour de mon anniversaire, et je me rends compte que sur les 800 t-shirts qu'on avait vendus, les 800 sont tous décalés d'une taille. En fait, l'usine a fait une énorme erreur de taille et on s'en est rendu compte à la réception de la commande. Résultat, comment je fais moi pour dire aux gens que tu as attendu 3 mois et qu'en fait, potentiellement, tu n'auras pas ton t-shirt parce qu'il est trop petit. En termes d'image, c'était désastreux. Et du coup, plus globalement, après toute cette attente, on a dû annuler pas mal de commandes, on s'est pris des mails de ouf, vraiment une gestion catastrophique. Bref, comme je le disais au tout début de la vidéo, je suis un petit peu passé du rêve au cauchemar et en réalité, tout ça à cause d'une chose, mon manque d'anticipation. Ouais les gars, faut toujours anticiper au cas où ça se passe pas comme on veut parce qu'on sait jamais comment ça va se passer. J'en parlais au début de la vidéo, à ce moment-là, je suis dans un esprit vraiment, dans ma tête, je suis invincible. Le seul truc, c'est que à ce moment-là, en fait, on est en 2021, ça fait quelques années que ça fait 2 ans que j'ai arrêté de travailler
pour me consacrer à cette activité-là. Et surtout, tout me réussit. Donc pourquoi autre chose ne pourrait pas me réussir? Pas très bien dit, mais j'espère que vous m'avez compris. En fait, tout ça m'a poussé à ne pas anticiper. Pas anticiper le problème, pas anticiper l'erreur. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est qu'à ce même moment, je gère une société avec 3 salariés. C'est pas simple. Et j'ai pas d'expérience là-dedans. Je sors 2 vidéos par semaine sur YouTube, donc c'est beaucoup de travail. Même si j'ai un monteur, même si j'ai quelqu'un avec moi pour concevoir les vidéos, c'est quand même pas mal de taf. Et j'ai aussi une vie personnelle qui n'est pas non plus hyper développée, mais elle est là quand même. Donc en fait, j'ai pas non plus un temps illimité à consacrer à ce projet Good Kid. Et du coup, en ayant anticipé quelques coups, en ayant un petit coup d'avance, j'aurais pu prévoir un problème avant qu'il arrive. C'est-à-dire que plutôt que me rendre compte une fois les t-shirts livrés qu'ils sont pas bons, j'aurais peut-être pu prendre plus de nouvelles au moment de la production pour être sûr que tout est bien. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ce que j'aurais surtout dû avoir, c'est une note sur mon téléphone. On en a tous, on en fait pour tout et rien. Et j'aurais dû ouvrir une note et écrire les potentiels problèmes avant qu'ils arrivent. Et essayer d'imaginer des plans d'action à ces scénarios au cas où ils arriveraient. J'aurais dû me dire qu'est-ce qui se passe si à la production, ça n'arrive pas comme je veux. Mon plan, c'est ça, ça, ça. Et ça, je ne l'ai pas fait, ce qui fait que quand l'erreur se présente, on est un peu sur le fait accompli. On n'a rien anticipé, puisqu'on est un peu sûr de nous, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, la marque va fonctionner et on va réussir. Mais du coup, en réalité, une fois que le problème est là, on ne sait pas trop comment le gérer et on perd du temps. Et qui dit perte de temps, dit des clients qui attendent leur commande, dit on perd de l'argent, dit plein de choses en réalité. Donc tous les problèmes qui sont présentés au lancement, si j'avais un petit peu anticipé, j'aurais pu y répondre beaucoup plus simplement, alors que là, j'étais complètement perdu. Quand on fait une marque de vêtements, ça veut dire qu'on vend un produit. Et ce produit-là, ça peut être un t-shirt, ça peut être une veste, ça peut être tout ce qu'on veut, une casquette, etc. Et du coup, il y a 2 moyens d'avoir ce produit-là. Soit on travaille sur des bases vierges, donc c'est des bases déjà existantes avec un sizing, donc des tailles déjà établies, et nous, on vient mettre notre design par-dessus. Soit il y a l'option de passer par une usine de fabrication, une usine de conception, pour créer les vêtements de toutes pièces, aux mesures qu'on veut, dans les matériaux qu'on veut, dans la limite du possible, avec une plus grosse personnalisation des couleurs, aussi les matériaux à utiliser pour les designs par exemple, les logos, etc. En fait, c'est vraiment une version beaucoup plus aboutie de la première option avec les bases vierges. Et moi, forcément, mon idée c'était de créer quelque chose de vraiment très très bien. Donc, pour créer quelque chose de vraiment très très bien, je ne pouvais pas me permettre de travailler sur des bases vierges. Donc, je suis allé directement dans l'option beaucoup plus personnalisée en faisant fabriquer sur mesure tous les vêtements par une usine. Le problème, c'est que moi, je connais pas d'usine. Tout ce que je savais, c'est que je voulais pas bosser en Asie parce que ça me dérangeait personnellement. Je me dis qu'on consomme assez de produits fabriqués en Asie toute l'année, peu importe le domaine. Si moi, à mon échelle, pour ma marque de vêtements, je peux faire en sorte de ne pas faire ça, je le fais. C'est mon idée. Je ne vais pas diaboliser les personnes qui vont fabriquer en Chine pour les premières collections de leur marque, etc. D'ailleurs, on critique souvent le Made in China, mais en réalité, il y a quand même un niveau de qualité qui peut être très, très, très satisfaisant en Chine. Du coup, j'ai décidé de passer par un intermédiaire. Et cet intermédiaire, c'était Camino. Donc, le média Camino TV, que vous connaissez sûrement. C'est un média qui partage des news et des bons plans et des articles, et globalement qui rayonne autour de la culture streetwear, sneakers, avec une dimension un peu plus complète parce qu'ils sont un groupe et qu'ils partagent plein de choses. Et en fait, chez Camino, ils ont déjà eu une expérience dans ce domaine-là, donc ils m'ont proposé de l'aide. Ils m'ont proposé de l'aide, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit, nous, on t'aide à gérer les relations usines. Et dès le début, chez Camino, ils me disaient, mon gars, tu devrais prendre ton temps. Là, tu vas vite. Tu veux tout sortir vite. Les samples, tu veux que ça aille vite. Et globalement, en fait, on peut pas faire du vite fait, bien fait, ça marche pas. Et en fait, je les ai pas écoutés. Le truc, c'est que ne pas écouter des personnes qui ont de l'expérience dans un domaine, c'est complètement con. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, j'étais tellement aveuglé par une date de sortie, par mon idée, En fait, j'étais vraiment dans mon monde que je me suis dit, ok, ils ont certainement raison, mais moi, je veux que ça sorte là, et je veux que ça soit dans cette qualité-là, et en fait, ça peut pas marcher. On peut pas s'imposer des délais beaucoup trop courts et en même temps que ce soit parfait. Une chose aussi importante sur laquelle ils m'ont conseillé et où je les ai pas écoutés, c'est que leur idée, c'était de me dire, ok, là, on fait la première collection ensemble. Viens, on conclut cette collection, on la prototype, on la produit, on la vend, on la livre, on gère les retours, on voit ce que dit la communauté de clients. Et derrière, on adapte et on sort autre chose. Sauf que moi, en fait, ce que j'ai pas dit depuis le début de la vidéo, c'est que non seulement j'ai sorti la première collection, mais qu'on en avait 5 autres en préparation. Moi, je voulais arriver avec des collections complètes. Je voulais jamais drop une pièce à la fois. Je voulais drop des collections complètes. Et en fait, il me disait, mon gars, je pense que tu devrais prendre ton temps et petit à petit agrémenter. Sauf que moi, j'ai ouvert les vannes direct. J'ai voulu envoyer plein de collections d'un coup et je les ai pas écoutées encore sur ce point-là. Erreur. 100% une erreur. Encore une fois, quand vous êtes enthousiaste sur un projet, ne soyez peut-être pas trop non plus. Je pense pas que j'ai été hyper bête de faire ça parce que j'ai vraiment été aveuglé par mon enthousiasme et mon envie de développer ce projet. Mais encore une fois, c'est l'idée de, si on travaille avec quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine, même si on n'est pas d'accord sur le moment, il faut l'écouter.
Maintenant, une fois que tous les problèmes étaient réglés, est venue la question du coup. Maintenant, une fois que tous les problèmes étaient réglés, est venue la question du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la suite? Une bonne marque de vêtements, c'est une marque où on peut voir une vraie vision créative. La marque Terne, par exemple, créée par Flub, a une vraie vision créative. Supra a une vraie vision créative avec sa marque Triple Sphère. D'Avril avec d'Avril Supply, c'est pareil. Comment on peut observer ça? On peut voir qu'à travers le temps, les collections évoluent, les vêtements évoluent, mais on retrouve tout autour d'un univers commun. Et ça, c'est hyper important pour faire en sorte que notre marque ait une vision, une logique créative et qu'on évolue dans le bon sens. Maintenant, moi, j'ai voulu aller tellement vite et sortir des vêtements que j'ai pas assez longtemps travaillé sur une vision créative. Regardez ce qu'on avait prévu pour les prochaines collections à l'écran. Rien ne se rejoint. On n'a aucune logique de couleur, aucune logique de typo. On veut juste faire quelques vêtements bien par-ci par-là et les sortir et refaire pareil et les ressortir, mais on n'a aucune logique de création. Si je reprends l'exemple de Terne, la marque de Flub, et qu'on parle de la vision créative de Terne, c'est assez simple à voir. Le thème de la marque, c'est l'univers d'Internet. Tous les codes utilisés au global rappellent l'univers d'Internet. Il n'y a qu'à voir le site de Terne. On a les faux fonds PNG qui rappellent l'univers d'Internet. On a la typo qui rappelle des typos qu'on peut voir sur du code. La communication avec ce shoot qui a été réalisé dans le fameux fond qui fait penser au fond Windows par exemple. On a aussi ces pulls-là qui rappellent l'univers d'Internet, la définition d'Internet. Le logo, personnellement, me fait un peu penser à Internet Explorer. Et on pourrait aussi parler de sa petite campagne de post Instagram avec l'Apple Vision Pro, qui rappelle encore une fois l'univers d'Internet. En fait, sur la marque Terne, Internet, c'est pas uniquement un thème, c'est une vision créative. Une vision, on va poser ses codes, ses couleurs, ses messages et un vrai univers. Et en fait, j'ai travaillé aucun univers pour Goodkid. Et ça, c'est un truc, si demain je recommence une marque, et si vous créez votre marque, je vous conseille vraiment de prendre le temps de poser votre vision créative. Avant de sortir des pièces, qu'est-ce que je veux faire globalement? Quel est l'univers que je veux développer? Parce que tu peux faire des belles pièces par-ci par-là, mais pour moi, il n'y a rien de plus fort qu'avoir une vraie vision créative, créer un vrai univers à une marque, histoire simplement en fait de construire un projet sur des bases solides. En fait, pour moi, la vision créative, c'est un peu les fondations d'une marque de vêtements. Mais c'est loin d'être le seul truc que j'ai appris quand je me suis reposé sur le projet. Parce qu'en dehors de tout ce que je vous ai cité depuis le début de la vidéo, s'il y a bien une erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir voulu faire de concessions. Alors là, vous vous demandez certainement où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fout là. Ici, on est autour d'un lac, c'est pas très loin de chez moi. Ici, j'ai pas de MacBook, pas d'iPhone, pas de notification, globalement aucune perturbation. Et c'est important pour moi quand j'ai besoin de réfléchir à un projet ou de résoudre un problème, ce qui a quand même été pas mal le cas avec le projet Goodkid. Et surtout, juste derrière là-bas, vers les maisons, vous voyez, c'est ici qu'on a fait la seule vidéo promo communication pour le deuxième drop Goodkid, puisqu'on a fait 2 drops avant que j'arrête la marque. Et du coup, c'est un endroit qui est hyper important pour moi. Je ne me voyais pas ne pas venir ici dans cette vidéo. Aucune concession. C'était un peu le mot d'ordre pour moi quand j'ai commencé Goodkid. Parce que quand j'ai commencé le projet Goodkid, je me suis dit, si je ne suis pas capable de faire du Made in Portugal, des tailles inclusives, donc double XS, triple XL, du 100% coton, donc des pièces globalement qualitatives, aussi de la livraison rapide, même si au début on a vu que ce n'était pas le cas parce qu'on a livré en 3 mois, mais pour le deuxième drop, j'avais fait un stock et on a quand même pu livrer beaucoup plus rapidement. Après, on a vu qu'un stock, ça posait ce problème, ça coûte beaucoup d'argent. Mais bref, je me suis dit, si je ne suis pas capable de faire tout ça, en fait, je ne ferai pas de marque. Quelle erreur! Ah ouais, quelle erreur! C'est un peu pour moi un réflexe d'enfant gâté de me dire de toute façon c'est tout ou rien ou sinon je fais pas. Je pense que ça aurait peut-être été plus malin de venir implémenter des nouvelles choses, un nouveau lieu de production, des nouvelles tailles au fur et à mesure du temps pour vraiment pérenniser le projet et faire qu'il tienne dans la longévité. Parce que moi j'ai voulu tout de suite ou rien, mais en fait à vouloir tout de suite ou rien, donc, comme je disais plus tôt dans la vidéo, plein de collections, plein de tailles, en fait faire plein de choses d'un coup, en fait, ça peut marcher si on a l'argent qui va avec. Si j'avais eu 100 000 € d'avance, aucun problème. J'aurais fait tout ça, zéro souci, j'aurais eu peut-être 2 ans d'avance. Mais j'ai commencé ce projet avec quasiment pas d'argent. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait de la précommande au début. Mais quand on commence avec peu de moyens, ce qui est le cas de, je pense, beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo, on ne peut pas avoir des prétentions qui ne sont pas à la hauteur de nos moyens. Il faut avoir les moyens de ses ambitions, certes, mais si on ne les a pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire le projet. On peut commencer d'une certaine manière et venir l'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc, leçon que j'en tire pour tous mes projets aujourd'hui que je commence, peu importe lesquels qu'ils soient, commencer en faisant des concessions et l'améliorer petit à petit. Je sais que ça peut paraître logique pour beaucoup, mais il y a aussi pas mal de personnes qui sont bloquées en se disant si je ne suis pas capable de faire ça, je ne fais rien. C'est comme s'il y a 8 ans, je m'étais dit si j'ai pas une caméra à 8 000 € qui fait de la 8K et du 60 images secondes, je ne ferai pas de chaîne YouTube. Bah non, j'ai commencé avec une petite caméra, puis j'ai amélioré, puis j'ai acheté un nouveau PC, j'ai amélioré mes montages. Ça doit être comme ça en fait pour tous les projets, et même pour une marque de vêtements. Donc la leçon en fait que j'en ai tirée, c'est le process avant tout. On lance notre projet, on l'améliore petit à petit, et au fur et à mesure du temps, on arrive
à atteindre nos objectifs. Il faut qu'en fait nos opinions et globalement ce qu'on veut faire soit un objectif plutôt qu'un frein à notre projet. Je pense pas être quelqu'un qui m'habille extrêmement différemment des autres. Mais j'ai mes propres goûts, donc j'aime certains codes couleurs, j'aime certaines coupes. Par exemple, ce qui fait que j'aime cette veste, c'est qu'elle est peut-être un peu plus courte que les autres vestes en jean que j'avais, et du coup je pense qu'elle me va bien. Et ça, c'est une question que je me suis posée quand j'ai commencé à faire mes propres créations. Parce que du coup, je me suis dit, je vais faire les vêtements pour moi. Le truc, c'est qu'au fur et à mesure du temps, on est passé de je fais les vêtements pour moi à est-ce que les vêtements que je fais vont plaire et vont pouvoir après être vendus. Et ça, c'est une question qu'en réalité, il ne faut pas se poser. Parce qu'en fait, ça nous mène vers un chemin où on crée pour les autres et pas pour nous. La vraie question que j'aurais dû me poser, c'est avant tout, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me va et est-ce que moi je porte bien la pièce, est-ce que je la mets bien en avant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé en prenant un peu de recul sur ces fameuses 5 collections d'avance que j'avais. Parce que quand je les regardais, en fait, j'avais vraiment l'impression que j'avais créé quelque chose pour plaire aux autres plus qu'à moi. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'à la fin, l'envie s'est un peu essoufflée de mon côté de faire des vêtements et que j'ai décidé d'arrêter. Attends, arrêter? Mais pourquoi arrêter? Bah simplement parce que je me suis rendu compte que créer une marque, ça demande d'être bien plus passionné que je l'étais vraiment. Et je pense qu'il faut à un moment donné être honnête avec soi-même. Ouais, j'adorais créer des vêtements et j'espère bien en recréer un jour sous une autre forme. Mais adorer créer des vêtements, c'est très loin de suffire. Créer une marque, une identité cohérente, des bons designs, gérer une logistique, le tout sur la durée, bah ça demande bien plus que juste aimer créer des vêtements et je pense qu'avant de se lancer dans un tel projet, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Mon but, c'est pas du tout d'être décourageant, c'est juste de vous pousser à bien réfléchir à votre projet, peut-être pour éviter quelques erreurs que j'ai pu faire. La création d'une marque de vêtements, c'est un sujet qui est bien plus complexe que ce qu'on pense et même si personnellement je pense être capable de faire des choses très cool, à l'inverse, je pense pas être capable de faire quelque chose à la hauteur de ce que j'imaginais et surtout à la hauteur de ce que je juge être une très bonne marque de vêtements. Du coup, après cette analyse, je me suis dit qu'il fallait peut-être mieux stopper cette aventure aussi belle et compliquée soit-elle et de me servir de tout ce que j'avais appris pour le mettre à profit dans d'autres projets. Je vais pas revenir sur chaque point de la vidéo et répéter ce que j'ai déjà dit parce que pour moi la leçon que j'en ai tirée elle est un peu plus lointaine que tout ce que j'ai déjà évoqué. Ce que j'ai le plus appris avec Goodkid, c'est qu'en fait l'échec c'est pas quelque chose de grave. Parce qu'en réalité, oui j'ai bien vendu, oui la marque a plu à pas mal de monde, mais moi je considère ce projet comme un échec. Je l'imaginais pas comme ça, c'était pas ça sa fin pour moi. Mais en réalité, derrière cet échec, c'est caché tout un apprentissage que j'ai essayé de vous partager aujourd'hui. Et si demain je recommence un projet de marque, même d'entreprise au global, peu importe que je vende des vêtements, du mobilier, des objets, peu importe, en fait j'aurais tellement appris avec Goodkid que je pourrais directement commencer avec des meilleures bases et construire quelque chose d'encore meilleur. En fait, je vois un peu ça comme si j'avais construit une maison avec des fondations un peu bancales et qui au bout d'un certain temps s'était écroulée. Bah derrière, quand je vais reconstruire ma nouvelle maison, elle va être encore plus stylée avec des meilleures fondations et le rendu global sera encore meilleur. Je sais pas vraiment comment conclure cette vidéo, donc je pense que je vais juste pas la conclure et je vais sortir du champ comme ça et vous dire à bientôt. Bisous.